Troisième et dernière partie de notre rendez-vous politique, le numéro de ce jour est consacré à la question du modèle de développement en Afrique. Mais dans la deuxième partie de notre émission, nous avons pu relever qu'il y a une véritable mutation positive sur le continent et ce, sur tous les plans, que ce soit sur le plan de la technologie, sur le plan de la consommation des biens et de services et notamment sur le plan du développement d'une véritable classe moyenne sur le continent. Et le professeur dit, on est en train de s'amuser, c'est un jeu, c'est du leurre, on se trompe. Oui, bien sûr qu'on se trompe. Mais en fait, en réalité, l'air ne fait pas la chanson. C'est pas parce qu'il y a des petits soubresauts comme ça qu'il faut dire. Après, il faut regarder au niveau de l'agrégat, pour regarder est-ce que au niveau du PIB par habitant, il y a une évolution. Donc, on vous dit que presque même quand on parle qu'on a connu d'un taux de croissance, c'est un taux de croissance, une croissance appauvrissante. Parce que quand on regarde la répartition de la croissance, on voit bien qu'elle bénéficie. Il faut être sérieux quand on analyse cela. C'est pas parce qu'on a eu quelques points de croissance en vendant quelques biens, il faut dire qu'on a amélioré le PIB par personne. On n'a rien amélioré du tout. Bon, l'Afrique s'amuse tout simplement. S'équiper, ce n'est pas se développer. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ah oui, s'équiper, c'est pas se développer. N'est-ce pas? On a beau construire des ponts, c'est pas se développer. Si j'ai dit s'équiper. Oui, je sais. Mais peut-être que... Si c'est les ponts, si ce sont... Mais monsieur, voulez-vous que je vous dise quelque chose? Allez-y. J'enseignais, j'étais parti enseigner, donner un cours d'architecture des systèmes complexes au Bénin. L'échangeur qui a été construit vers Godomé, etc. Oui, là. Vous connaissez bien cet échangeur. Souyaïboni. Mais peu importe. Cet échangeur a été construit. J'ai essayé de regarder combien il y avait d'Africains qui travaillaient à l'infrastructure. Presque zéro. Que des Chinois. Que des Chinois? Est-ce que vous croyez que le transfert de technologie est fait dans ce cadre-là? Alors que les Chinois, quand ils ont acheté des Airbus, ils ont dit, le prochain Airbus doit être construit directement ici. Il y a des entreprises béninoises qui faisaient de la sous-traitance quand même, un professeur. Monsieur, l'enjeu... Mais on comprend la problématique. Mais l'enjeu est de la politique industrielle, monsieur. On est d'accord. Comprenons la chose suivante. Je vais vous dire, vous m'incitez à être beaucoup plus dur encore. Le président Macron rend visite aux Indiens en Inde en ce moment, parce qu'il y a un sommet sur l'IA, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est la vente des Rafales à l'Inde. Oui. Et le contrat n'est pas encore signé. Et d'aucuns, parce que l'Inde dit, je voudrais pouvoir produire les Rafales localement. Donc, exactement ce que la Chine a fait avec un transfert de technologie. Donc, le contrat n'est pas signé. Les Rafales d'assaut en train de réfléchir. Bon, nous allons rendre ça possible, mais en gardant un noyau qui sera produit en France. Bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez très bien que les nations s'inscrivent dans le cadre d'une politique industrielle qui, elle, va permettre de la création de la valeur, et cette création de la valeur va améliorer le PIB par habitant, n'est-ce pas? C'est important, ça passe par l'industrialisation. On ne connaît pas d'autre façon de pouvoir le faire. Et pour le faire, il faut définir une politique industrielle. C'est d'une évidence totale. Ça peut être évident, si vous me permettez, Richard, en fait, mais on ne peut pas tout industrialiser rapidement pour être au niveau de l'Inde, si vous me permettez, professeur, et la Chine. Pourquoi? Parce qu'une usine d'assemblage, ça peut exister avec notre État qui impose un transfert de compétences sur un assemblage de voitures. Je vous parle de veille, monsieur. Bien sûr. Je vous parle de veille. Je ne vous ai jamais dit que le cas de l'Inde était le modèle qu'il fallait impliquer, qu'il fallait imiter. La voie. Et là-dessus, Sarr a raison. Chaque nation doit trouver sa trajectoire de développement. Elle doit le trouver. Mais pour le trouver, mais forcément qu'il faut faire de la veille. De la veille, mais il faut contribution des intellectuels, sollicitent de tous bords, pas de partis politiques comme ça. On a tendance à le faire en Afrique. Mais les hommes politiques n'aiment pas leur pays. S'ils aimaient les hommes politiques qui aimaient leur pays, non, mais permettez-moi de le dire. Au Burkina, vous l'avez cité tout à l'heure comme exemple. Mais c'est l'exception qui confirme la règle, monsieur. Mais pour un point rapidement, parce que là aussi, il faut lever cette ambiguïté, ou du moins cette chimère. Transfert de technologie dont vous parlez. Mais moi, j'investis massivement pour faire de la recherche. Toi, tu n'investis pas du tout. Et moi, je te transfère comme ça, moi, mes technologies, gratuitement.
Non, mais moi, ça se passe. Ça c'est dans les années 70 on avait ce rêve. On parle pas, lorsqu'on parle de transfert, l'Europe ne désire pas faire de transfert de technologie, elle ne le fera pas. Ah, bon, okay, donc il est clair. Oui, clair. Donc c'est pas la question. J'ai fait une conférence en Espagne le mois dernier qui était en fait des stratégies d'alliance, Espagne-Afrique, etc. La question, même la France, dans son approche, elle ne regarde pas toutes les opportunités qu'elle aurait pu saisir du continent africain, du fait de parler de la langue et justement d'utiliser les technologies banalisées, n'est-ce pas? Ok, elle reste dans ce modèle qui est celui de dire des jeux à somme nulle, c'est-à-dire qu'elle gagne tout et l'Afrique perd tout. Donc, le transfert de technologie, on s'en fout totalement. D'accord. C'est l'Afrique qui, par ses moyens, n'est-ce pas, va pouvoir le définir. C'est par la maîtrise de la science et de la technologie. Absolument. Ça forme des ingénieurs. Il faut former des mathématiciens. Au lieu d'aller dans des églises prier, nous devons donner des cours de mathématiques pendant ces heures-là, et ça permet de résoudre le problème. Permettez-moi, le calcul différentiel à 450 ans, n'est-ce pas, les 450 ans depuis que Newton l'a créé, l'ensemble des éléments de calcul différentiel tel qu'il est permet en fait de construire des ponts aujourd'hui, sans aucune modification, sans l'utilisation effectivement d'une mathématique très, très avancée. Donc vous voyez que c'est directement à notre portée. Faudrait-il encore qu'on se pose la question, quelle est la volonté d'une démarche stratégique? Quelle est la vision? Où on désire aller? N'est-ce pas? Et une formulation d'une stratégie, et le contrôle, et la mise en œuvre de cette stratégie, et le contrôle de cette stratégie, de cette mise en œuvre, pour éviter les dérapages et ce que j'appellerais en fait les redressements de trajectoire. Ce que vous avez dit est juste, vous l'avez dit, Cheikh Anta Diop l'a dit, d'autres savants et sachants l'ont dit, certains hommes politiques aujourd'hui, comme notre jeune gouvernement au Sénégal, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, souhaitent tous ces éléments-là. Mais comme on a parlé d'autonomie au début d'émission, où on veut déjà produire assez pour le consommer et être autonome sur cette partie-là, est-ce que vous pensez que l'Afrique a la capacité aujourd'hui de s'occuper, de former, de faire de la recherche? On sait que la recherche, c'est budgétivore et ça ne produit pas. Mais il faut la faire. Il faut la faire, c'est indispensable. La R&D, c'est génial. La recherche, c'est budgétivore, mais il faut la faire. On ne peut pas vivre qu'en s'inspirant de ce qui existe et en avançant sans GPS. Aujourd'hui, nous souhaitons le faire. Avons-nous les finances pour le faire? Parce que les finances que nous empruntons dans les institutions, comme on l'a dit tout à l'heure, servent à gérer d'autres priorités, qui sont l'éducation, la santé. Même si nous produisons des ingénieurs aujourd'hui, on n'en a pas assez, même s'il y a une forte volonté des ingénieurs de la diaspora pour rentrer et contribuer au développement de leur pays. J'en croise, ils veulent, ils sont motivés, mais ils me disent toujours, on a un problème, c'est que les structures d'accueil ne sont pas compatibles. Mais permettez-moi, ce que vous venez de dire, on dit que l'économie, c'est l'étude de l'allocation des ressources rares à des usages alternatifs. Effectivement, quand vous regardez le budget, on peut faire une analyse budgétaire pour dire je mets des allocations de ressources, je fais des allocations de ressources ici pour permettre en fait de booster tel et tel secteur. Permettez-moi simplement de vous citer un exemple. J'ai regardé la politique monétaire de la période des Grandes Glorieuses, les 30 Glorieuses au niveau de la France. Elle mobilisait ses fonds par secteur, dans des secteurs, c'est-à-dire qu'il y avait en fait de l'épargne quelque part, on l'allouait dans des secteurs pour voir le secteur avancer. Donc si nous considérons que la technologie et la recherche et développement est prioritaire, l'allocation de ressources devrait se faire de manière graduelle dans ces secteurs. Faudrait-il encore qu'on ait la volonté et de poser le problème sous forme stratégique et tout. Mais en fait, le problème du continent africain, c'est le management stratégique des grandes nations, de sa nation. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est cela. Il n'y a pas de problème. Nous sommes la nation et nous sommes le continent qui est doté de plus grandes ressources. Et il y a de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, on ne la forme pas. On a un chômage keynésien. Mais c'est qu'on appelle effectivement des compétences pour pouvoir le faire. Alors, effectivement, vous avez raison. C'est vrai que vous êtes moins optimiste que nous. C'est pas que je suis optimiste, je suis réaliste et je suis en train de vous suggérer des pistes qui permettraient de redresser la barre. Vous avez raison. Et la difficulté, on a une autre double difficulté, Bara Ndiaye. Le professeur a dit dans la première partie de notre émission
il faut imposer des modes de consommation. Apparemment, le Burkina Absolument. Faso, c'était là. Mais le monde s'est globalisé entre-temps. Tout le monde sur le continent a pris goût au Range Rover, au champagne, au confort de vie, comme en Occident. Parce que tout se voit, tout se sait tout de suite. Et alors? La question c'est, allons-nous supprimer les Range Rover et mettre tout le monde, et les champagnes, et mettre tout le monde à la bière et au vin de palme? Vous allez connaître une révolution. Comment impose-t-on un mode de consommation quand, en plus, comme nous l'avons dit, il y a une classe moyenne qui se développe et qui aspire à une vie à l'occidental? Vous avez la fiscalité. C'est le rôle de la fiscalité. La fiscalité. Mais c'est le rôle de la fiscalité, elle est relativement très Et ça simple. rend plus cher. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Il faut réduire, à mon sens, il faut réduire ce mode de consommation. Mais nous n'allons pas. Nous allons pas. Si nous l'arrêtons, ce mode de consommation, Non, mais on va attends. créer de la révolution, professeur. Ah, mais totalement. La fiscalité, je vous rejoins là-dessus. Oui, mais c'est la fiscalité. Augmentons le taux de fiscalité pour ces produits-là. Oui. Celui qui est assez aisé, qui va aller les chercher, il y va. Mais la masse populaire, et la classe moyenne qui grandit en Afrique, effectivement, elle fonctionne en partie par mimétisme parce qu'elle voit ce qui fonctionne ailleurs. Ben oui, ils veulent tous utiliser le iPhone 17 Maintenant, dans nos moi, je capitales. ne suis pas pour, parce que je suis démocrate, je ne veux pas imposer. C'est-à-dire que je veux, comme le dit le professeur, quelque part, on va mettre des taxes sur certains produits. Mais c'est vous imposez. Le reste, Il y a une imposition directe. imposée qui Mais me bien dérange sûr un peu. que, mais monsieur, Mais je non, suis pour la production Oui. locale, d'accord? Le développement de la production locale. Au fond, il faut que tout le monde se mette à Consommons rouler local. les voitures Dans tous les fabriquées sens. au Burkina Faso, Mais au consommons Rwanda local. ou en Ouganda. Non, regardez le riche en Afrique, je vais finir par ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais prendre un groupe électrogène, comme ça, s'il y a des coupures d'électricité, moi, je ne suis pas touché, je suis dans mon quartier, je suis bien, mes enfants regarderont les dessins animés comme à l'occidental, se connecteront sur Internet, etc. Et ce riche en Afrique, on lui dit, change de mode de vie. Voici le solaire que tu as. Maintenant, le Sénégal, grâce à un partenariat avec la Chine, l'Inde ou autre, ou le Maroc, est en train de mettre en place des panneaux solaires, il va le mettre sur sa toiture. Il va oublier le groupe électrogène qu'il mettait, qui était bruyant, qui consomme, qui pollue, d'accord, et qui reproduit le même résultat que les panneaux solaires. Et les panneaux solaires seront à vie en Afrique une source d'énergie. Oui, mais ça, on peut les produire directement sur le continent africain, les panneaux solaires. On n'a pas besoin de la Chine. Le professeur Moumouni du Niger, dans l'université qui porte, a été le premier à concevoir des fours solaires. Non, ça c'est à la portée du continent africain. Ne perdons pas de temps avec des faux problèmes de la Chine qui nous vendent des choses qui sont directement comestibles, réalisables par les Africains. Le solaire nigérian, professeur, il est industrialisé à tel niveau d'industrialisation qu'il peut subvenir aux besoins des Oui, pays. pas encore. Monsieur, écoutez, permettez-moi de vous dire, Monsieur Tshisekedi, au lieu de se promener pour aller justement discuter avec quelqu'un qui nous méprise, la première chose, il n'a qu'à mobiliser pour qu'on construise le barrage d'Inga, qui va permettre de l'électricité au niveau continental. Si vous avez une production au niveau continental, à ce moment-là, vous allez pouvoir résoudre le problème de l'industrialisation. C'est cela, il y a des secteurs clés par rapport auxquels il faudra faire des allocations de ressources, des choix stratégiques qui permettront de créer un cercle vertueux, n'est-ce pas, et en faire finir avec le cercle vicieux de la consommation létale. Un des exemples que j'ai cité, c'est le barrage de la Renaissance africaine qui permet à tous les pays adossés au Nil de pouvoir avoir de l'énergie de façon suffisante. Oui, il y a la centrale solaire aussi. Effectivement, il y a la centrale solaire de Ouarzazate qui est carrément la plus grande centrale solaire d'Afrique. Il y a, on peut s'inspirer encore de la côte marocaine pour en finir avec Essaouira où ils ont mis des éoliennes parce qu'il y a du vent. Donc l'énergie Monsieur, tout ça, et moi ce qui me gêne dans notre débat, c'est que nous sommes en train de prendre des solutions ici et là, ou d'envisager des solutions ici et là. Non, moi ce qui m'intéresse, monsieur Ndiaye, c'est de s'asseoir pour dire, en fait, en réalité, quelle stratégie faudrait-il ? Parce que, vous savez, par exemple, j'ouvre une petite parenthèse, à l'époque, l'exploitation de la bauxite au niveau de la Guinée. Dans l'exploitation de la bauxite au niveau de la Guinée, Pichnet Jules Cam, à l'époque, a dit, nous prenons la bauxite au niveau de la Guinée, mais nous l'amenons jusqu'au, comment dit-on, Cameroun, pour bénéficier effectivement d'un barrage qu'ils avaient construit et sur le fleuve de la Sanaga pour traiter la bauxite. Alors que au niveau du bassin, n'est-ce pas, de la Guinée,
on pouvait justement construire une centrale hydroélectrique. Vous voyez, donc en réalité, si on voudrait procéder, et ça vous l'avez évoqué au départ, et qui rejoignait en fait les idées de Cheikh Anta Diop qu'il a écrit bien avant notre naissance, c'est qu'il y a des bassins industriels, des bassins avec des ressources. Oui. Donc, regardons dans chacun de ces bassins, laissez-moi chuter, dans chacun de ces bassins, mettons quels sont les secteurs, quelles sont les filières, quels sont les avantages comparatifs, quels sont les avantages stratégiques, et à ce moment dire, dans cette filière, on va commencer justement à pouvoir la mettre en œuvre. Nous sommes parfaitement alignés, professeur. Mais la difficulté qu'il y a, puisque vous parlez de Cheikh Anta Diop, j'ai encore eu hier le plaisir de le lire dans les solutions qu'il propose pour l'Afrique, justement, où il nous demande de sortir de ces micro-États que nous sommes aujourd'hui pour faire de grands ensembles et des projets d'ensemble. Si on veut rester cantonné aux États que nous avons, on va passer que le Bénin a sa politique. C'est pas nécessaire. Ah, c'est pas nécessaire. Non, mais si, permettez-moi, parce que il faut être réaliste. La fédération, le panafricanisme, pour l'instant, ce sont des paroles. Ça ne marchera pas pour l'instant. Il y a une volonté. On peut partir. Non, mais permettez-moi. Si on part, par exemple, de dire je voudrais avoir de l'électricité continentale. C'est un projet. Je vais construire un barrage au niveau d'Inga. Donc, on va étudier le coût, la faisabilité et les ressources qui doivent être mobilisées. Vous savez ce qui s'est passé au niveau de l'Éthiopie. L'Éthiopie, quand l'Éthiopie a construit son barrage hydroélectrique, le FMI a refusé de financer. Parce qu'il disait que si elle finançait, elle ne voulait pas avoir maille partie, il ne voulait pas avoir maille à partir avec l'Égypte. Et à partir de ce moment, les Éthiopiens ont dit qu'à cela ne tienne. Ils ont fait appel à l'épargne en mobilisant, en demandant à chaque fonctionnaire un prélèvement de 10% de leur salaire. Et c'est comme ça que le financement du barrage a été. Donc vous voyez qu'il y a des solutions, des mini-solutions ou des pistes qui regardent effectivement de dire. C'est l'une des raisons pour... Vous êtes en train de nous dire que les politiques industrielles doivent être strictement nationales, qu'on ne peut pas se mettre à 4, à 3, à 5 pour créer des unités de production industrielle. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais bien sûr que ce que je suis en train de dire. Si l'on dit une production d'électricité au niveau régional, forcément qu'on se met à 4. Oui. Mais si vous dites il faudrait d'abord que l'Europe n'a pas réussi son problème d'agrégation politique, l'Union européenne politique, pour l'instant ça ne marche pas. C'est autour des politiques, autour des projets économiques, mais essentiellement, il faut ne pas faire l'économie de la souveraineté monétaire. C'est la souveraineté monétaire qui est importante pour l'orientation de la politique industrielle. Merci, professeur. Merci, professeur. Merci. Le père a commencé, le fils termine cette émission. Exactement, je suis tout à fait aligné dans la vision du professeur. Ce qui m'inquiétait et qu'il a clarifié, c'est la notion en fait de bassin et de stratégie unique. Parce que pour moi, stratégie unique, 54 pays ne peuvent pas avoir la même stratégie. C'est par bassin et on s'en sort selon la zone géographique où on est et selon ses atouts, on va dire en termes de minerais, de mines, de ressources humaines, technologiques, etc. Absolument. Et surtout, les pays côtiers mettre leur port au service des pays enclavés, par une mutualisation des moyens. Le Mali a essayé de résoudre son problème d'enclavement. On est en train de redynamiser le fleuve Sénégal, où en fait, du fleuve Sénégal, et encore les coûts par transport fluviaux, par les transports fluviaux coûtent moins cher que la route. Et alors, on ira jusqu'à Saint-Louis, justement, pour prendre des produits qui viendront de la mer, etc. Non, il faut avoir de l'imagination. Il faut qu'on mobilise les ressources. Absolument. Les ressources sont là. Qu'on mobilise les ressources. Il y a la jeunesse, il y a la compétence industrielle qui est la nôtre. Nous avons accompagné, que je sache, ici, la Thomson au niveau de l'industrie. J'ai accompagné, effectivement, j'étais expert à l'AFNOR en termes de gestion de production. Nous avons des réalisations dans le milieu industriel français, n'est-ce pas? Même si vous prenez au niveau du reporting bancaire, je suis l'un des acteurs majeurs de la technologie XBRL, n'est-ce pas? Mathématicien, êtes-vous? Vous êtes professeur des universités, vous avez enseigné l'architecture des systèmes
complexe. Merci, professeur, d'avoir participé à ces Et surtout de échanges. management stratégique des nations. Absolument, des compétences, on en a. Hein, quel que soit le pays considéré sur le continent, il y a beaucoup de compétences. Donc, ce n'est pas ce qui m'amène. Il faut former davantage d'ingénieurs. Il faut faire de la recherche surtout. Et il faut de vraies politiques concertées d'industrialisation. Exactement. Merci. Et il faut motiver la diaspora pour qu'elle se repatrie chez elle, pour contribuer à tous ces axes qu'on a parlé. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour, on l'a vu, a été consacré à la question de modèle de développement sur le continent. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles au programme de NCA très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.